Ok, bonjour à nouveau à tous. Alors, le cas que nous vous présentons en lien avec voilà, la procrastination, c'est celui de Johan, qui a 31 ans, qui est manager dans une fonction marketing au sein d'un groupe alimentaire depuis 5 ans. Alors, Johan doit faire ses reportings régulièrement rébarbatifs. Et face à ces reportings, il a toujours tendance à faire autre chose. Ce n'est pas le bon moment de s'y mettre et la créativité nous permet de trouver des dérivatifs. Donc, dans son cas, spécifiquement, Johan va se fixer des dates limites pour s'y mettre. Il va faire des listes de choses à faire avant de s'y mettre. Il va faire des exercices de relaxation pour se donner un peu de détente. Il va surfer sur Internet, il va se laisser attirer par l'article d'un journal professionnel, il va prendre le temps d'un café avec un collègue pour se donner un peu de courage. Il va voir une collègue pour parler du reporting. Enfin, voilà, il ne s'y met toujours pas en fait. Et tout ce qu'il va faire va répondre toujours à une même logique pendant qu'il fait toutes ces dérivatifs qu'il voit dans sa tête qui dit je dois m'y mettre. Alors, sa manageuse vient lui demander où il en est régulièrement et il lui promet que c'est en cours, que ça avance. Et à la répétition, finalement, ces retards dans ces reportings deviennent un sujet récurrent entre eux et une tension relationnelle en fait s'installe de plus en plus entre eux sur ce sujet notamment. Alors le soir, chez lui, Johan rentre et espère quand même pouvoir s'y mettre. Il a passé tellement de temps dans la journée à ne pas pouvoir s'y mettre que au moins le soir, il va y arriver. Mais en fait, il se laisse accaparer par les activités familiales et sans vraiment être disponible pour sa femme et ses enfants et sans commencer son reporting. Et là encore, au sein de son foyer, bah, les tensions vont commencer à apparaître et de manière toujours récurrente. Et plus il repousse, et plus la tâche lui paraît insurmontable. Il sait qu'il a de la ressource, malgré tout, pour faire au dernier moment. Alors, il finit sous la pression par le faire. C'est laborieux, c'est douloureux, et cette fois-ci encore, il se promet que la prochaine fois, différemment. Alors évidemment, à la longue, il est contrarié par toutes les conséquences que ça a, et il se demande mais pourquoi il est comme ça? Donc il finit par douter de ses capacités et notamment de ses capacités à assumer de nouvelles responsabilités, commence à gamberger et voilà, comment je vais pouvoir sortir de ce piège. Il supporte de moins en moins la pression, on l'a vu au travail et à la maison, il est de plus en plus stressé et il va consulter son maître du travail qui voilà, lui a conseillé de prendre rendez-vous avec l'acte. Alors, on va passer à l'analyse de la situation et je repasse la parole à Claude. L'analyse. Ben, Johan est dans un conflit. Il est pris dans un conflit perpétuel entre le fait de devoir faire son reporting et puis de préférer faire autre chose. Et du coup, de toujours finalement se promettre de le faire plus tard. Et ce qui est une logique de contrôle. Mais plus il fait l'expérience de ne pas faire ce qu'il s'était promis de faire, plus il nourrit une croyance qu'il n'a pas de volonté et que, en fait, de plus en plus, il va avoir le sentiment d'être incapable pour se mettre à faire ce qu'il doit faire. Donc, plus il retarde le moment de s'attaquer à la montagne, plus la montagne, évidemment, pleure, plus son sommet paraît haut, vertigineux, difficile à franchir. Ce qui caractérise évidemment la dynamique de la procrastination. Alors, quel est le piège dans lequel se trouve Johan? Il a son espoir qui se fonde sur un historique, c'est que oui, il est capable de le faire et que cet espoir est toujours là et que sa stratégie, c'est mais du coup, je vais le faire plus tard. En utilisant cette stratégie systématique, eh bien, il constate que, cela étant, il n'arrive pas à s'y mettre et que n'arrivant pas à s'y mettre, il n'a pas de volonté, ce qui est assez
douloureux. Alors évidemment, ça va relancer toute sa stratégie d'action, ça va renforcer son espoir d'être capable de faire. Donc si ça renforce son espoir, eh bien ça fait émerger du doute. Avec toujours la même stratégie, je vais le faire plus tard, je vais donc repousser, repousser, repousser. Et puis, de plus en plus, il va éprouver des désillusions. Et ça, si ça s'inscrit dans le temps, si ça s'inscrit sur beaucoup de choses, ça va nourrir évidemment le questionnement personnel. Pourquoi je suis comme ça? Mais pourquoi? Avec évidemment l'émergence de doutes, les risques de renoncement, la dépression, etc., etc. Alors, qu'avons-nous fait avec Johan? Il est venu nous rencontrer, on l'a vu lors d'un premier entretien de diagnostic opératoire et suivi par un accompagnement de 5 séances. Donc au total, nous l'avons vu 6 fois. Quelle a été la stratégie d'intervention? Eh bien, le premier mouvement, on pourrait dire thérapeutique, c'était de créer une aversion sur sa stratégie dysfonctionnelle. Donc la stratégie dysfonctionnelle consiste à repousser, se promettre qu'on va le faire plus tard. Et donc de faire avec lui un scénario catastrophe sur, voilà, si on continue, s'il continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer et qu'on puisse le connecter avec la douleur en fait qui est présente, qui est d'avoir de moins en moins de courage, de moins en moins d'esprit d'initiative, de moins en moins de créativité à disposition pour s'atteler à ses tâches. À la suite de ça, nous avons fait avec lui un recadrage stratégique, c'est-à-dire qu'on a évoqué cette montagne qui devient de plus en plus haute. Et finalement, quand cette personne, Johan, s'y met, cette tendance en plus à regarder le sommet de la montagne et à agir avec toujours le visage orienté vers le sommet. Et donc, vous voyez, si on se met dans la peau d'un alpiniste et on se dit, ok, donc l'alpiniste qui veut aller en haut de la montagne, est-ce que ça l'aide de regarder le sommet, d'avoir les yeux tournés vers le sommet? Il est mieux qu'il ait les yeux à l'horizon pour voir où mettre ses pieds, pour voir où mettre ses crochets, où mettre... Donc évidemment, on a regardé sous cet angle-là avec Johan, et Johan, on a vu qu'effectivement, il s'agissait d'aborder les choses en regardant à l'horizon, en faisant des toutes petites choses. Alors, puis, dans un deuxième temps, nous lui avons donné une prescription très importante qui a consisté à faire un petit premier pas en limitant tout effort supplémentaire, c'est-à-dire à lui donner une injonction de transformer l'obligation dans laquelle il est emprisonné en une opportunité. Pour cela, on lui a demandé de rassembler au quotidien tous les éléments qui étaient nécessaires à son reporting, les informations, son ordinateur, etc. On lui a demandé de faire l'effort de se traîner à sa table de travail. Et à partir du moment où il était à sa table de travail, on lui a dit, ben voilà, vous êtes à votre table de travail, vous pouvez choisir, en étant à votre table de travail, de faire votre reporting ou de ne pas le faire. Ce que l'on vous demande, c'est de rester à votre table de travail et d'y rester pendant 20 minutes. C'est-à-dire avec si il commençait à faire son reporting, interdiction de dépasser ces 20 minutes. Uniquement commencer à faire son travail en étant orienté sur un diagnostic sur sa capacité à faire son reporting. Au-delà de ces 20 minutes, interdiction de s'y mettre également. Et s'il ne faisait pas, interdiction de s'y remettre pendant 3 jours. Les effets obtenus avec Johan. Johan peut désormais faire ses reportings de manière plus sereine. Il n'attend plus le dernier moment pour s'y mettre. Cela lui demande beaucoup moins d'efforts, même si c'est toujours aussi peu agréable, parce qu'effectivement, c'est une tâche rébarbative pour lui. Et en conséquence, il va, parallèle à cela,
faire disparaître les tensions relationnelles avec sa manageuse et avec la famille. Il retrouve un meilleur contrôle et une meilleure capacité à être volontaire, à faire preuve d'initiative.